Été 1995. Barcelone accueille en provenance du Sporting de Lisbonne celui qui est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, Luís Figo. Le Portugais va très vite faire l'unanimité autour de lui. Entraîneurs, journalistes, partenaires, tous admirent le talent complet de ce footballeur d'exception et le public l'adore. En très peu de temps, il va devenir une idole, le joueur qui incarne les rêves et les idéaux du club. À la fin de la saison 2000, Figo va commettre une faute impardonnable pour les Catalans. Il va trahir l'admiration et l'estime de tout un peuple en décidant de rejoindre le rival absolu, le Real Madrid. Pire encore, lui qui avait acquis la gloire internationale durant les années passées à Barcelone, va recevoir dans un stade Bernabeu en fête le Ballon d'Or de France Football récompensant le meilleur joueur européen. La Catalogne est inconsolable. Figo était un des joueurs les plus adulés, emblématiques. Il était apparemment entré dans une dynamique de représentation. Il avait publiquement condamné le Real de Madrid depuis le balcon du palais de la Generalitat, après je ne sais quelle victoire, et que ce soit justement lui qui parte pour le Real de Madrid, ça a fait l'effet d'un coup de pied dans les zones les plus sensibles du corps humain. Figo, c'était la prunelle des yeux du public, le joueur le plus aimé. Dans la société dans laquelle nous vivons, considérer qu'une transaction commerciale pure et dure, normale, qu'on peut voir tous les jours dans toutes les facettes de cette société, la considérer comme une trahison, comme une insulte à tout un pays, ça me paraît quelque peu excessif. Franchement, mais bon. Avec le football, tout peut arriver et de fait, tout arrive. Les gens en arrivent même parfois à perdre la tête. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé à Madrid, quand je suis venu à Madrid. Moi aussi, on m'a conspué et traité de tout à Barcelone. Mais je me disais, comme Martín Fierro, que si j'étais un taureau dans mon troupeau, j'étais un gros taureau dans un troupeau inconnu. Et donc, personne ne me faisait peur. Plus il criait, plus il m'insultait, et plus je me braquais, et plus j'avais la rage. Ça sent l'orage à Madrid, mais ce n'est pas surprenant. Pour les supporters du Real, ce n'est pas un jour comme les autres. La rencontre contre Barcelone est toujours un événement. Le premier affrontement du troisième millénaire, déjà marqué par l'affaire Figo, revêt une importance encore plus considérable que d'habitude. Le Real a l'opportunité d'écarter définitivement son grand rival dans la course au titre de champion d'Espagne, la Liga, titre dont il est écarté depuis 3 ans. Une éternité pour les Madrilènes. Son las 3 en punto, quedan 6 horas para que comience el gran partido, el partido número 100. Antes yo que prepararos un César, un rótulo pero de localización, no un faldón, ¿vale? Este partido lo vamos a ganar. En el corazón de la capital de España, pero hay miles ya de aficionados alrededor del estadio, esperando con sus banderas, con sus bufandas, han llegado de toda España. 5-0 para el Real Madrid, 5-0. 9 de la noche, el momento... Barcelona, Reginado Valle de Barcelona, porque somos merengue, desde que hemos nacido hasta que moramos. Madrid, Madrid, chulería, Barça, las precisas, para que lo sepas. Buena manita. Que esté en Ibiza, que esté en Cataluña, me da lo mismo. Soy del Real Madrid en Ibiza y en Cataluña. Que sea importante, esto es lo más grande que hay en el mundo. Esto es lo más grande, este partido. Porque lleva a España por el mundo entero. Llévalo hasta el Japón, y hasta la luna la lleva el Real Madrid. De Figo, 10.000 millones muy bien pagados. Y veo los partidos Barça-Madrid y defiendo a mis colores, defiendo al Barça y mi marido concretamente es del Madrid. Aquella noche no hablas,
pasa y a mí me toca callar. Sí, porque hay mucha rivalidad, porque claro, no tienen la misma lengua que nosotros y entonces ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Pour le présentateur de la télévision catalane, la tâche n'est pas facile. La rivalité entre le Real Madrid et Barcelone va bien au-delà de la simple confrontation sportive. C'est le résumé saisissant de l'histoire de l'Espagne contemporaine, le résumé d'un siècle d'antagonisme culturel, idéologique et politique. 3 heures avant le début de la rencontre, Florentino Pérez, le nouveau président du Real Madrid, tente de parvenir jusqu'au stade. Depuis son arrivée à la tête du club, Pérez a un objectif, faire du Real le plus grand club du monde. Pour y arriver, il engage les meilleurs. Après Figo, Zidane en 2001 et Ronaldo en 2002. Un coup de poker génial pour des transferts prestigieux qui auront coûté près d'1,5 milliard de francs. C'est une grande rivalité. Le premier Barça-Madrid a eu lieu en 1902. Ça va bientôt faire 100 ans. C'est une vieille bagarre qui vient de loin, ça n'a rien de nouveau. Ça a toujours été une rivalité entre deux grandes villes, pour la suprématie. Pour savoir quelle est la ville la plus importante d'Espagne, la plus moderne, celle qui a la meilleure équipe de foot. Peut-être bien que les matchs ont été l'excuse qui a permis de se battre pour être la meilleure. Pas la seule, mais la meilleure des deux. Et c'est bien pourquoi il y a eu historiquement des affrontements très durs, rarement violents. Et je crois que c'est important, rarement violent. Ça a été surtout des affrontements sur le terrain, pour le résultat, pour avoir les meilleurs joueurs, savoir qui détient la vedette du moment. C'est pour ça que l'histoire ne finit jamais. Chaque année, nous vivons ce match comme le plus important de l'histoire. Mais on a vécu celui de l'année dernière comme le plus important de l'histoire, et ainsi de suite, tous les ans. Le fameux derby Milan-Inter. Bon, tu vois, c'est énorme. Bien plus encore que Rome-Milan. Ici, la rivalité Atlético-Real est moins forte que la rivalité Barcelone-Real. Mais je crois que, et c'est logique, je pense qu'il y a des rivalités absolument exacerbées. Mais elles font aussi partie du spectacle et je crois qu'il ne faut pas les nier. Je suppose que la rivalité existe depuis le mariage des rois catholiques, celui d'Isabelle et de Fernando déjà il y a quelques siècles. C'est depuis lors qu'il y a eu un conflit de souveraineté entre Madrid en tant que capitale de l'État espagnol et Barcelone en tant que capitale d'un pays qui avait été indépendant, qui avait même possédé un empire méditerranéen. En plus de tout ça, 4 ou 5 guerres civiles ont marqué la victoire de l'État centralisateur de Madrid sur Barcelone depuis le XVIIe siècle jusqu'à la guerre civile de Franco, qui est l'expression de la domination des nationalismes régionaux. Au début du siècle dernier, Barcelone est une ville ouverte, entreprenante et en plein essor industriel. La capitale de la Catalogne se développe et se modernise. Elle attire une importante immigration en provenance de toutes les régions d'Espagne. Hans Gamper, un comptable d'origine suisse, va créer en 1899 le FC Barcelone. Il lui donne les couleurs de sa ville natale, Zurich, qui vont devenir célèbres dans le monde entier, bleu et grenat. Passionné de ballon, il joua quelques années comme avant-centre de l'équipe. Il ne pouvait pas soupçonner à cette époque qu'il serait à l'origine d'un club de football qui serait, avec les années, l'emblème et la fierté de tout un pays. N'importe quelle équipe de football est une petite religion laïque qui tisse un lien sentimental avec une série de fidèles. Ce sont les supporters. Au Barça, le club est un peu plus qu'un club parce qu'il a pour rôle symbolique d'incarner la catalanité réprimée. Voilà le sens qu'il a pris. Là-dessus, s'est greffé un autre conflit au début des années 70. Un président du Barça, qui avait fait la guerre d'Espagne du côté de Franco, a déclaré publiquement « On nous poursuit, on nous persécute parce que nous sommes plus qu'un club et que nous représentons ce que nous représentons. » C'était une indication très claire de la présence d'une symbologie politique.
Madrid, au début du siècle, est une ville plus provinciale, plus fermée sur elle-même, mais dont le pouvoir centralisateur est immense. Depuis la fin du XIXe siècle, Alphonse XIII, arrivé sur le trône alors qu'il était encore enfant, règne sur l'Espagne. À cette époque, les habitants de la capitale espagnole vivent souvent dans des conditions déplorables. C'est en 1902 que les frères Padros, deux commerçants catalans, vont créer le FC Madrid. 20 ans plus tard, le roi Alphonse XIII donnera au club le droit de représenter la royauté, en portant le nom qui est encore le sien aujourd'hui, Real, dont les joueurs sont tous de blanc vêtus. À cette époque, le football se résume en quelques rencontres disputées épisodiquement, mais déjà une solide rivalité commence à se dessiner entre le club de la capitale et ceux de la province. Le véritable antagonisme entre le Real Madrid et Barcelone va naître avec l'avènement de la République et surtout après la guerre civile. Pâté Journal vous a fait ici même la semaine dernière une relation des événements qui se sont déroulés à Madrid et qui ont amené le renversement du pouvoir monarchique. Si la capitale des Castilles a éprouvé une certaine surprise devant l'ampleur du succès des Républicains, ici, à Barcelone, le peuple n'a pas douté un seul instant de l'issue de la bataille suprême qu'il livrait au roi. Mais bien qu'attendue, la victoire du catalanisme est fêtée avec un enthousiasme inégalé partout ailleurs. C'est que Barcelone ne célèbre pas seulement aujourd'hui la fin d'un régime dont elle a eu à souffrir plus que toute autre des provinces ibériques, mais encore son autonomie politique, la liberté de parler sa langue propre, de développer sa culture propre, de poursuivre la réalisation de l'idéal auquel elle n'a jamais renoncé, malgré l'oppression dont elle a souffert jusqu'ici. La guerre civile espagnole est un épisode essentiel pour comprendre l'antagonisme entre les deux clubs. Les espoirs qui étaient nés après l'avènement de la République vont être réduits en poussière. Le général Franco prend le pouvoir et installe un régime dictatorial sur l'ensemble du territoire espagnol. Les Catalans, qui pensaient avoir pris leur revanche sur l'histoire et qui rêvaient à l'épanouissement de leur culture et de leur langue, vont être réduits au silence. Les troupes de Franco, entrant victorieuses dans une Barcelone vaincue, viennent sceller symboliquement la domination du pouvoir de Madrid et de la Castille sur le reste de l'Espagne. Le Madrid d'alors n'était pas la puissante équipe qu'il est devenu. Mais après la guerre civile, il y a eu une sérieuse tentative de le convertir en une sorte d'équipe d'État. À l'époque, le régime était très isolé. Les seuls sportifs espagnols qui allaient à l'étranger étaient les lévriers qui couraient sur les synodromes allemands pendant les années 40. Créer une équipe emblématique leur a donc paru fort approprié. Tout le monde pensait alors que le Real Madrid était l'équipe du régime, l'équipe de l'État. Barcelone, par contre, était la victime désignée puisque, comme elle avait été républicaine, on a essayé, après la guerre civile, de la dépouiller de son sens de symbole national catalan. Voilà ce qu'il y a derrière. Un conflit sociologique entre le centralisme et le nationalisme catalan qui va grandissant. Il y a une composante sociopolitique derrière tout cela qui trouve son reflet dans l'affrontement sportif. Il y a d'autres enjeux derrière cela. Quelque chose de plus. Mais bon, c'est une réalité de l'Espagne et le sport incarne cette réalité. L'aspect sportif de la rivalité entre le Real et Barcelone va reprendre le dessus. Néanmoins, l'histoire des deux clubs sera marquée à jamais par les séquelles de la guerre. Ici, à Madrid en 1942, le général Franco assiste à la finale de la Coupe d'Espagne, qui à cette époque s'appelait la Coupe du Caudillo. Le Barça remporte le match en battant l'Athletic de Bilbao par 2-0. Nul ne sait ce qu'a pu penser Franco en remettant la coupe.
Dès cette époque, le FC Barcelone construit une équipe solide qui va récolter titres et trophées et dominer le football espagnol bien avant le Real Madrid. À Madrid, on a décidé patiemment de préparer l'avenir. À partir de 1944, commence la construction du stade Chamartín. Depuis 1943, le Real Madrid s'était choisi un nouveau président, un ancien joueur du club à la forte personnalité et aux solides amitiés politiques, Santiago Bernabéu. Avant tout le monde, Bernabéu, aidé plus tard par Raimundo Saporta, avait compris l'importance qu'allait prendre le football dans les années à venir. Lui qui craignait que Barcelone ne devienne la première équipe d'Espagne, va consacrer toute son énergie à faire du Real le meilleur club du pays. Et pourquoi pas le meilleur d'Europe. Pour cela, il fallait d'abord un stade digne de ce nom, avec l'ambition qu'il devienne une référence et une vitrine de la nouvelle Espagne. Le 14 décembre 1947, le stade Chamartín est inauguré par Franco devant 70 000 spectateurs enthousiastes. Dans la salle réservée aux vétérans du FC Barcelone, Joseph Vallès, ancien ailier gauche du Barça, évoque ce qui est considéré par les Catalans comme l'un des épisodes les plus humiliants dans l'histoire de leur rivalité avec Madrid. J'ai joué beaucoup de matchs ici, car j'avais signé à Barcelone pour la saison 39-40. Et j'y suis resté 9 ans. Ensuite, j'ai joué beaucoup de matchs contre Madrid chez nous et aussi à Chamartín. Je me souviens d'un match extraordinaire qui s'est terminé par un match nul 5-5. Mais je me souviens aussi vers 42-43 d'un match de coupe. Nous avons perdu 11-1. De cette équipe qui a joué contre le Madrid, il ne reste plus que 2 personnes, Calvet et moi. Nous sommes arrivés au stade et nous sommes allés sur le terrain pour voir l'état de la pelouse. Et les gens qui s'occupaient de l'entretien du stade nous ont dit « Vous ne gagnerez pas ici aujourd'hui. On va vous éliminer. Et par un gros score. » Sans blague. Sans blague, on s'est dit. Alors nous descendons dans les vestiaires et nous commençons à nous habiller, préparer nos crampons, etc. Soudain, Ray, notre capitaine, a été convoqué par l'arbitre du match, un certain Celestino Rodriguez, dont personne n'avait jamais entendu parler. Inconnu. Il s'est adressé à lui pour lui proférer des menaces. Vous n'avez qu'à bien vous tenir, autrement vous allez voir ce que vous allez voir. Bref, le match commence et nous n'arrivions pas à dépasser le centre du terrain, car aussitôt le petit drapeau se levait. À ce moment-là, Sospiedra marque un but pour nous. Un bon. Et il est annulé. Balcourta est blessé et Benito est expulsé. Ils jouaient tous les deux en défense. Nous sommes rentrés au vestiaire à la mi-temps et nous avons décidé de ne pas sortir. Nous sommes restés là avec notre entraîneur et nous ne voulions pas sortir. Nous lui avons dit « Ça ne va pas, on ne veut plus jouer car ce mec est un voleur. » Alors arrive le chef de la police de Madrid. « Monsieur, que se passe-t-il? Vous ne jouez pas? » « Non, 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 on ne joue plus. Vous devez aller sur le terrain, parce que si vous n'y allez pas, vous irez directement en prison. » « Eh oui, monsieur, tel quel. » Samaranch, vous connaissez Samaranch, qui était à l'époque journaliste, a écrit que ce qui est arrivé ne méritait pas 11-1. Qu'ils auraient pu aussi bien marquer 50 buts. Et qu'est-il arrivé à Samaranch? On lui a retiré sa carte de presse. Oui, monsieur. Je n'oublierai jamais ça. Je me souviens de tout. Ça fait un moment pourtant. Ça s'est passé en juin 43. Et nous voilà en 2000. Mais ça, je m'en souviens. Au début des années 50, Barcelone domine le football espagnol. Entre 1933 et 1953, le Real n'a pas gagné une seule fois la Liga, le championnat d'Espagne. Pendant ce temps, les joueurs du Barça auront soulevé le trophée à 5 reprises.
C'est à ce moment qu'intervient, bien avant l'affaire Figo, ce qui est pour les Catalans encore aujourd'hui la trahison suprême. L'événement qui va changer l'histoire de la rivalité sportive entre les deux clubs, l'affaire Di Stefano. Le Barça est l'armée symbolique de la Catalogne sans armes. Au début des années 50, le Barça dominait sans partage grâce à Kubala. Il avait une équipe magnifique. Il gagnait tout. La Coupe latine, qui était l'équivalent de la Coupe d'Europe, le championnat, tout. Et tout à coup, il a engagé Di Stefano. Et il y a eu une telle levée de bouclier face à la perspective que l'association de Stefano et Kubala permette la constitution d'une équipe invincible qu'on a conspiré pour empêcher cela. Madrid a exhibé un document prouvant qu'il avait déjà engagé Di Stefano. La fédération espagnole, qui était alors présidée par un neveu de José Antonio Primo de Rivera, qui avait été le fondateur de la Phalange, le parti fasciste espagnol, s'est entremise et on a décrété arbitrairement que Di Stefano jouerait alternativement au Barça et au Real. En fin de compte, le Barça a rejeté cette solution, préférant vivre dans la rage d'avoir été spolié et escroqué, dans la croyance très répandue à Barcelone d'une conspiration ourdie par l'État franquiste pour que le Real soit l'équipe dominante et Barcelone l'éternel second frustré. Mais ça, c'est une version de la chose. Et moi, je me suis retrouvé au milieu de ce pataquès. Je ne comprenais pas la situation. J'ai dû prendre une décision. Et les gens du club de Barcelone ont eux aussi dû prendre une décision. Parce que le Barça a disparu du panorama. Il a laissé le champ libre au Real de Madrid. Je reconnais que c'est Barcelone qui m'a contacté là-bas, lorsque j'étais à Bogota, par l'intermédiaire de Samitier, un grand joueur espagnol à qui je dois d'être venu en Espagne. Mais à l'époque, il y avait déjà ce conflit, ce contentieux entre Barcelone et Madrid. Je ne crois pas que ce soit un problème politique, mais du point de vue sportif, il y a toujours eu une grande rivalité. Je pense que l'histoire ne s'écrit qu'une seule fois. Une fois qu'elle est écrite, on peut toujours l'analyser, mais pas tenter de la modifier. Aujourd'hui, le Real de Madrid est ce qu'il est, avec les joueurs qui l'ont constitué, indépendamment de la manière dont ils sont venus à lui. L'histoire d'Alfredo, que je considère comme le grand crack du foot de tous les temps, et pas seulement pour son apport sur le terrain, mais pour ce qu'il a continué à donner en dehors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire d'Alfredo, l'histoire qui a fait de lui un grand et qui a donné à Madrid sa grandeur, elle s'est faite ici. Peut-être Alfredo, dans un autre club, n'aurait-il pas été si heureux et n'aurait-il pas pu triompher et qu'on ne parlerait pas d'Alfredo. Dès son arrivée au Real en 1953, Alfredo Di Stefano est devenu la grande idole du club et de toute la ville de Madrid. Il va jouir durant toute sa carrière d'un respect et d'une admiration inégalés, devenant la figure emblématique du club, portant par son talent et son énergie toute son équipe. Jamais dans l'histoire du football, aucun joueur n'aura reçu autant d'éloges. D'avoir tant joué ici, j'appelais cet endroit l'usine. Tous les jours que Dieu faisait, on venait ici le matin, on partait à midi, on revenait s'entraîner parce qu'on faisait tout ici. On s'entraînait, on jouait. Et c'est ici que s'est faite notre histoire des années 50, 60. À l'époque, on a eu de bonnes saisons. Ça s'est plutôt bien passé. Et petit à petit, grâce aux efforts de l'équipe, de la direction, des membres, ce petit bout de stade auquel personne n'avait pensé a vu le jour. C'est dans une atmosphère de carnaval que le Real de Madrid en maillot blanc et le Stade de Reims ont disputé en nocturne l'ultime match de la première Coupe d'Europe. L'Argentin Di Stefano, numéro 9, allait faire merveille et éclipser son rival, le prestigieux Copa. Toutefois, à la 6e puis à la 10e minute, Reims marquait 2 buts par Leblond et Templein. Surprise et joie de bon ton, on ose y croire. Mais la réplique ne tarde pas. Di Stefano, dit aussi la flèche rouge, on ne sait trop pourquoi, réussit à la 14e minute un but superbe, modèle du genre. Et c'est au tour des supporters espagnols de se faire la voix. Après un départ rapide, l'équipe de Reims parut se relâcher et ses adversaires, Di Stefano en tête, en profitèrent pour égaliser, 2-2 à la mi-temps. Le Stade de Reims, nullement découragé, tenta par de rapides contre-attaques de marquer le but décisif, mais ce fut au contraire le Real, grâce à Joséito, à la 79e minute, qui devait s'assurer la victoire, une victoire tout à fait logique.
En 1956, Miguel Muñoz, le capitaine du Real, soulève la première Coupe d'Europe des clubs champions. C'est le premier grand triomphe de l'équipe meringue dans une compétition qu'elle marquera à jamais de son empreinte. Avec Di Stefano bien sûr, mais aussi Gento, Del Sol, Puskás, Rial, Copa et tant d'autres grands joueurs, le Real Madrid va enfin l'avoir, son équipe de rêve. En 10 ans, entre 1956 et 1966, cette équipe va tout gagner. 6 Coupes d'Europe des champions, 2 Coupes latines, une Coupe intercontinentale, des Ligas, des Coupes d'Espagne, tout. Le Real Madrid devient une équipe irrésistible. Elle va se construire le plus beau palmarès dont puisse rêver une équipe de football. Et, ce qui est encore plus important, elle va se forger une légende, celle du Club du siècle, titre décerné en décembre 2000 par la FIFA. De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, club castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, noble y bélico Adalid, caballero del honor. A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Adalid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Llega a Madrid el avión que conduce a la expedición triunfante. Se organiza la comitiva a lo largo de la autopista de Barajas para hacer la entrada en Madrid. Centenares de vehículos de todas clases escoltan el coche de los tetracampeones. La proeza del Real Madrid, al conquistar por cuarta vez consecutiva la Copa Europea, justifica plenamente el apoteósico recibimiento. Le Real Madrid fut une sorte de prolongation de ma jeunesse. Je suis venu en Espagne pour 2 ans. Voilà 47 ou 48 ans. Et ça décrit bien l'accueil que j'ai reçu ici, comme si j'étais chez moi. Pendant que le Real s'affirme comme le plus grand club d'Europe, à Barcelone, la vie continue, même si l'on regarde vers Madrid avec un sentiment mêlé d'envie et de rancœur. Miro Sanz, le président franquiste du FC Barcelone, avait compris que si Madrid avait un grand stade, le Barça ne pouvait rester à la traîne. En 1954, il pose la première pierre d'un stade encore plus grand, encore plus beau que Chamartín, un stade conçu à l'origine pour accueillir 150 000 spectateurs. Un rêve de béton et d'acier, le Camp Nou. L'inauguration en 1957 sera fabuleuse. Tous les rêves de grandeur sont permis. Ils seront vite déçus. Entre 1960, où emmené par un immense joueur, Kubala, il gagne pour la dernière fois la Liga, et 1974, le Barça passera par la période la plus noire de son histoire. La Catalogne devra souffrir et attendre. Celui qui va sortir le Barça du trou et lui donner une nouvelle vie est un Hollandais, un très grand joueur de football, Johan Cruyff. En el Estadio Santiago Bernabéu, el Barcelona y el Madrid disputaron un partido de liga cuyo resultado supuso un amargo desconsuelo para los seguidores del club blanco. Le 17 février 1974, la résurrection va commencer. Le Barça va laver une partie des affronts dont il s'estime avoir été victime depuis la fin de la guerre. C'est un match énorme, joué à Madrid dans un stade Chamartín rebaptisé Santiago Bernabéu. Barcelone, emmené par Maître Cruyff, va balayer le Real par 5-0. Ce match devient une référence pour le club. À partir de cette date, le Barça va entrer dans la modernité et connaître une nouvelle période de gloire. El cuarto gol bombeado lo marcó Juan Carlos. Luego hubo una falta que ahora verán. Cruyff sacó el castigo y Sotil hábilmente remató.
5-0 a favor del Barcelona y una severa derrota para el Madrid. Si 1974 a vu la résurrection du Barça, cette même année restera dans l'histoire de l'Espagne pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le football. Francisco Franco, l'homme qui pendant près de 40 ans a gouverné le pays d'une main de fer, désignait Juan Carlos de Bourbon comme son successeur. Une lueur d'espoir s'ouvrait sur l'avenir démocratique du pays. Un an plus tard, celui qui s'était engagé à servir sa patrie tant que Dieu lui en donnerait la force, décédait à Madrid le 20 novembre 1975. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. L'arrivée de Juan Carlos et avec lui de la démocratie va permettre à la Catalogne d'obtenir enfin l'autonomie culturelle, politique et économique dont elle rêvait. Une nouvelle ère s'ouvrait devant elle, symbolisée en 1992 par l'organisation des Jeux Olympiques. Si le Real, emmené par Emilio Butragueño, a marqué de son empreinte les années 80, en gagnant entre 1986 et 1990 5 fois de suite le championnat, la décennie suivante verra la domination du Barça. En 1992, le club, entraîné par Johan Cruyff, inflige au Real un nouveau 5-0 devant 120 000 spectateurs enthousiastes. Il y a toute une génération de supporters espagnols de Barcelone qui ne sont pas catalans, produit du fameux Dream Team de Cruyff. Il y a des fans de Barcelone dans les endroits les plus inattendus, ce qui était autrefois impensable. L'équipe de toute l'Espagne, c'était le Real de Madrid. Mais cette génération de mômes qui devaient avoir 7 ou 8 ans à l'époque, qui regardaient le foot, qui aimaient le foot, ce sont à présent des barcelonistes. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Ils ont 20 ans et ils sont fans du Barça. Inexplicablement, dans des coins perdus de l'Espagne, ça a tout changé. Cruyff a marqué toute une génération de supporters du foot espagnol. Cruyff m'a beaucoup donné. Et aux autres joueurs aussi. Quand il est arrivé au club, il m'a dit « Montre-moi de quoi tu es capable ». Il m'a donné ça. Si au bout de 3 mois je n'avais pas pu répondre à sa demande, ça aurait été fini pour moi. J'ai appris énormément de lui. J'ai surtout eu la chance de le rencontrer étant très jeune. Et ce qu'il a donné au Barça, c'est quelque chose qui très souvent n'est pas tangible. C'est dans le subconscient, mais c'est immense. Il a donné au club une identité propre. Avant, le club formait de très bons joueurs, mais ne savait pas très bien comment les faire jouer. Un entraîneur arrivait et on jouait comme ci, un autre venait et on jouait comme ça. Lui, il est arrivé et pendant 10 ans, on a joué avec un style, une façon de faire. Maintenant, le Barça joue en Italie et il sait comment jouer. Il joue à Madrid et il sait comment jouer. S'il joue en Argentine, il saura comment jouer. Et ça, c'est lui.
Le plus important, au-delà des titres gagnés ou pas, au-delà de notre façon de jouer, très au-delà de la manière dont on jouait qui était extraordinaire, il y a la touche de l'identité qui fait reconnaître très bien le jeu du Barcelone. Et c'est ça le plus important. Johan Cruyff et la Catalogne n'oublieront jamais ce 20 mai 1992. Le stade de Wembley, la finale contre la Sampdoria de Gênes et enfin le trophée tant désiré, le seul qui leur manquait, la Coupe d'Europe des clubs champions. Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Visca i visca! Mais tandis que le Barça gagnait sa première et unique Coupe d'Europe au printemps 2002, Fernando Hierro, le capitaine emblématique du Real, ramenait à Madrid pour la 9e fois la Coupe d'Europe des clubs champions. Une superbe façon de célébrer le 100e anniversaire du club. Otra vez campeones de Europa, pero no os preocupéis que el año que viene nos traeremos la 9ª. Para mi futuro hijo, mi mujer y mi padre que me está viendo ahora en Madrid, va por vosotros y por On nous demande souvent pourquoi l'équipe d'Espagne n'a jamais rien fait, absolument rien sur le plan mondial. J'ai l'impression que c'est parce que les gens ne s'identifient pas à elle. Je m'explique. En Catalogne, le Barça est notre équipe. Au Pays Basque, c'est l'Atlético de Bilbao et le Real Sociedad. Et même pour l'Espagne, le Madrid est le symbole des gens qui habitent le centre de l'Espagne. Comme tous les joueurs espagnols jouent en Espagne, pour moi, le Barça est très important. C'est mon travail. La sélection, pour moi, c'est une grande satisfaction parce qu'on joue au plus haut niveau et que notre travail est reconnu au niveau international. Mais cette satisfaction, non seulement pour moi, mais pour toute l'Espagne, n'arrive pas à prendre. Ce n'est pas comme en France où la plupart des joueurs partent à l'étranger et ensuite ils reviennent chez eux et jouent pour leur pays. Chez nous, le nationalisme est très important. Les Catalans se sentent bien en Catalogne, les Basques au Pays Basque. Cela fait qu'ils ne se sentent pas aussi bien en sélection nationale, comme c'est le cas par exemple du Brésil ou de l'Italie ou de l'Allemagne, de la France, au moment des grandes sélections. C'est ce quelque chose de plus qui nous manque au moment des grandes compétitions. Je pense qu'au niveau de l'Espagne, les clubs sont plus importants que la sélection, alors que dans d'autres pays, la sélection est plus importante. Pourquoi ? Ce sont des choses liées à l'histoire du pays. Et il est très difficile de les changer. Revenons à Madrid. Il est presque 20h30. Dans quelques minutes va commencer la rencontre attendue par toute l'Espagne, le derby Real Madrid-Barcelone. Les matchs Madrid-Barcelone n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité des clubs. Peu importe qu'une équipe aille bien ou mal, c'est un match spécial.
Et en plus, c'est un match qui respecte plus qu'aucun autre la loi des 51-49. 51% de probabilité pour l'équipe locale, 49% pour les visiteurs, c'est-à-dire presque chance égale. De plus, il représente toujours pour les joueurs un attrait supplémentaire. Les matchs Madrid-Barça ne font pas gagner la Ligue. Ce sont justement les moins importants pour gagner la Ligue. Mais les gagner remonte le moral et ça aide à gagner le reste. Bien que le match ait été légèrement dominé par Barcelone, sur l'ensemble de la rencontre, le match nul 2-2 semble justifié. À la 87e minute va arriver le scandale. Le genre d'événement qui nourrit la légende entre les deux clubs. Devant un public incrédule, Rivaldo marque son 3e but, synonyme de victoire pour le Barça. Heureusement pour Madrid, l'arbitre va annuler le but pour un hors-jeu de position, sans tenir compte du fait que le tir de Rivaldo ait été dévié dans sa propre cage par un joueur du Real. Dès la fin de la rencontre, Guardiola, le capitaine du Barça, va littéralement se jeter sur l'arbitre. Il a marqué contre son camp, mais il y avait hors-jeu, a répondu l'arbitre. Mais le tir sortait. Il le détourne et il rentre. Donc, il y a but. J'étais furieux.
Le commentaire que je lui fais alors, c'est qu'il a joué avec les sentiments de milliers de personnes, et c'est vrai. Et je suis convaincu. Je pense que le public de Madrid nous a jugés à notre attitude sur le terrain, car nous sommes allés nous plaindre à l'arbitre. Les commentateurs de la presse nous ont jugés sur un mauvais coup. Je suis convaincu que s'ils avaient été dans notre cas, ils auraient fait pareil. Car nous avons bien joué, et on voulait gagner ce match. On a mieux joué, et un but contre leur camp leur coûtait la victoire. En vérité, heureusement que le match ne s'est pas fini 2-2 et qu'il y ait eu cette phase de jeu polémique. Je crois que c'est ce qu'il faut attendre de ces matchs, qu'ils produisent davantage qu'un résultat. La scénographie était parfaite, une sensation de supériorité. Figo était chez lui. On allait venger enfin les mauvais traitements que Figo avait subis à Camp Nou. C'est-à-dire que tous les éléments étaient réunis pour que Madrid assène le coup final à Barcelone cette année. Obtenir la victoire de cette manière. Mais bon, le rival de Madrid, c'est Barcelone. Ce résultat a été meilleur pour le foot que la victoire d'une équipe ou de l'autre. Tout ce qu'on peut attendre d'un match comme celui-là. Je crois que ça a été l'événement idéal, celui que nous attendions tous. Je crois que la polémique entre barcelonistes et madridistes est idéale pour que les gens jouissent du football. Cela dit, il ne faut pas dramatiser ni mener les choses à l'extrême. Il faut se dire qu'il y a eu une erreur d'arbitrage et que ça sert à parler de foot, s'en amuser, et s'il y a polémique que l'un dit blanc et l'autre noir, tant mieux. Tout ça, ça fait un paquet dont la presse en général est en partie responsable, non? Ils donnent de plus en plus d'importance à l'affaire. Les médias sont de plus en plus présents, plus étendus. Il y a plus de télévision. Il y a plus de tout parce que le monde va de l'avant. Et ainsi va l'affaire du Barça-Real Madrid. Quelle horreur. Quelle honte. C'est pire que la presse à scandale. C'est vraiment de la folie. C'est devenu une histoire de fou. D'accord, c'est du commerce. Un commerce juteux. Il faut bien vendre. Mais le vol du siècle, l'équipe du gouvernement, on n'oublie pas, c'est vraiment complètement absurde. Infantile. Totalement infantile. Je ne crois pas que nous autres médias fassions toujours bien les choses lorsque nous ouvrons la boîte à souvenirs des allusions au passé. Je crois que dans les gradins, il y a aussi des gens jeunes, disposés à s'amuser, à polémiquer sur des actions telles que ce but annulé. C'est permis de polémiquer. C'est permis pour un fan de Madrid de parler avec un supporter du Barça, que l'on se fasse des reproches mutuels. Je crois que c'est bien, c'est le jus du foot. Sans cela, le foot mourrait. Le foot mourrait si le lendemain, en prenant le café, on ne parlait pas de foot. Ce serait l'échec du foot. Un match qu'on est sur le point de gagner, qu'on gagne, et voilà que l'arbitre vole le but. En plus, un spectateur veut frapper le gardien quand il s'approche du corner. Voilà de quoi alimenter une certaine mythologie. Il faut dire que j'étais un peu inquiet parce que, ces temps derniers, Barcelone gagnait un peu trop souvent. Dans les années 90, on a gagné 5 ou 6 ligues, je ne sais pas combien de coupes, une coupe d'Europe, des coupes du roi. Je commençais à me sentir inquiet parce que ça risquait de modifier l'imaginaire du club. Heureusement, il y a eu le match de samedi. L'arbitre nous a escroqués et nous redevenons ce que nous avons toujours été. À l'issue de la saison 2000-2001, et pour la première fois depuis 4 ans, le Real Madrid est champion d'Espagne. Le Football Club de Barcelone termine 4e à 17 points.